Bonjour à tous, je fais donc cette vidéo suite au clash entre Delavier, Geek and Fit, etc. sur le sujet du dos rond. Nous allons voir s'il faut donc porter dos rond ou continuer à porter dos neutre comme ce qui nous est préconisé depuis des années. Et dans un second temps, la vidéo va nous sensibiliser un petit peu à garder notre esprit critique face justement à des vidéos YouTube, etc. Parfois, comme on va le voir, il y a des argumentaires qui sont très bien ficelés, qui paraissent cohérents, et pour autant, si on fait un petit peu le bilan et si on creuse un petit peu, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc mon avis se base sur mon expérience, sur mes connaissances et également sur mon visionnage de toutes ces vidéos, d'un peu tous ces protagonistes. Pierre-Élie Bernard, de La Chronique de la Douleur, Major Mouvement, Alex d'Olymfit, The Panache, dernièrement Jean Honche, et le plus intéressant d'entre tous, Philippe Denneville, donc expert de la colonne vertébrale, qui est au passage a priori un copain d'Élie Bernard. Dans la mesure où cette vidéo va être très longue, on ne va pas tourner autour du pot pour les conclusions. Au minimum, par principe de précaution, je vais vous conseiller de garder le dos neutre, enfin d'essayer de garder le dos neutre dans tous vos exercices de musculation et notamment le fameux soulevé de terre. On va voir que les arguments en faveur du dos rond sont bien maigres. Ils ne sont que extrapolation, translation, mensonge, manipulation, biais de confirmation, arguments d'autorité. Voilà de quoi sont faites ces vidéos selon moi. Je précise que je n'ai pas de paroisse, j'aime les vidéos de Geek and Fit, des chroniques de la douleur également, mais là pour le coup, je ne suis pas spécialement d'accord avec eux et je les trouve un petit peu à côté de la plaque. Malgré tout, ces vidéos ont eu le mérite de m'avoir fait me poser des questions. J'ai un petit peu reconsidéré la question. Malgré tout, mes conclusions n'ont pas changé. Alors, je ne vais pas faire à peu près comme tout le monde, vous faire une vidéo vous expliquant pourquoi il faut garder le dos neutre un maximum, etc., etc. Ça fait des années qu'on nous bassine avec ça. On a un tas de vidéos sur Internet qui traitent du sujet, super bien faites pour certaines d'entre elles. Mais au contraire, on va voir des vidéos de pro dos rond. On va les visionner ensemble et on va prendre chaque argument, on va essayer de les comprendre et on va voir s'ils sont pertinents ou non. Dans ces vidéos, il y aura notamment la fameuse vidéo de Pierre-Élie Bernard qui fait référence en ce moment sur le sujet. Spoiler alert, les arguments ne sont pas pertinents selon moi. Allez, let's go! Allez, on se retrouve ici. Du coup, juste avant de commencer, on va quand même écouter ce qu'il dit dans le podcast biomécanique, pardon. C'est toujours pareil, il y a toujours de la nuance à mettre, hein. Ça dépend de quelle charge on parle et ça dépend de quel niveau de dos rond on met. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est qu'au final, quand on est sur des flexions maximales, les contraintes ligamentaires sont quand même très importantes et peut-être trop importantes pour être bien gérées. Mais en réduisant uniquement de quelques degrés la flexion, on diminue déjà énormément les contraintes sur les ligaments. Après... Alors, je sais ce que disent, et notamment ce que dit M. Topliné ou ce que dit Grégoire là-dessus, c'est que des études sur du soulevé de terre dos rond, il n'y en a jamais qui ont été faites sur des charges très lourdes. Il y en a qui ont été faites sur des charges à 30 kg, etc. Donc là, vous avez bien entendu, il le dit bien que en enlevant du coup quelques degrés à la flexion lombaire, on va retirer pas mal de tension, notamment sur les ligaments. Donc il va nous expliquer aussi plus tard, on ne l'entendra pas, mais de toute façon il le dit aussi dans la vidéo, parce que j'ai déjà vu la vidéo une fois, qu'effectivement dans tous les cas quand on porte lourd au soulevé de terre, à un moment ou à un autre, on a une flexion qui se crée lombaire et qui est d'ailleurs très importante, même qu'on pourra qualifier déjà de dangereuse. Mais pourtant, il va quand même nous préconiser globalement de n'en avoir rien à faire. Tu comprends pas l'idée, mais lui, il la comprend. Allez, on commence tout de suite. Now, take a look at the concentration on Lamar Gant, who has won more world titles in powerlifting than anyone in this competition. He's in the 123-pound class. En 1974, le powerlifter américain Lamar Gant décroche le record du monde de soulevé de terre en soulevant une barre de 238 kg, alors qu'il n'en pèse que 56. Il a alors 17 ans. Au-delà de la performance qui est impressionnante, il fait parler de lui en raison de sa technique d'exécution, qui est considérée par beaucoup comme étant très moche, voire carrément dangereuse, parce qu'il porte avec un dos très arrondi. Et s'il y a bien un truc sur lequel la plupart des sportifs et des coachs s'accordent, c'est sur l'importance de garder son dos droit ou en position neutre. Déjà, dans un premier temps, le gars nous parle d'un champion de powerlifting, un mec qui soulevait des charges complètement hallucinantes de deadlift.
Donc ça, c'est des gens qui ont une morphologie qui est hors norme, hein. Il faut bien comprendre. Évidemment, si il ne s'est pas blessé jusque-là, d'ailleurs, c'est absolument pas la conclusion, hein. Ça se trouve, il s'est blessé, t'en sais rien, il a mal au dos et tout aussi bien. Et pourtant, il continue à faire son sport. Mais malgré tout, s'il est encore là, c'est qu'il est très solide, hein. Il a certainement une génétique hors norme, ça il faut bien le comprendre. Et que ce n'est pas le Pékin moyen qui va aller faire du soulevé de terre, hein. Des exercices comme le squat ou le deadlift pour éviter de se faire mal ou de développer des pathologies ou des blessures comme les hernies discales. Alors on pourrait se dire que la Marquante, il a tout donné pour cette compétition, quitte à se flinguer le dos et à mettre un terme prématuré à sa carrière. Mais pas du tout. L'année suivante, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire du powerlifting à 18 ans. Et ce n'est que le début. Il détiendra ce titre de champion du monde 16 fois au cours de sa carrière. Bah, toujours, on est toujours sur le même truc, hein, c'est un champion du monde, donc mec, c'est un gars qui est hors norme. En battant au passage 71 records du monde. Que ça soit au niveau de la force, mais au niveau de tout ce qui va avec, hein. C'est pareil qu'en bodybuilding, hein, les gars, il ne faut pas croire que si vous prenez des produits, vous allez devenir énorme, hein. Il y a un tas de facteurs. Les mecs qui sont tout en haut de la pyramide, c'est ceux pour qui, génétiquement, ils répondent aux produits, ils répondent à la stimulation de la musculation, ils n'ont pas de problème digestif, et ainsi de suite, et ainsi de suite, hein. C'est un tas de choses, hein. Toi encore une fois, hein, le mec qui va à la muscu 3 fois par semaine, même si tu te donnais à fond, tu ne serais pas Ronnie Coleman, hein, faut le comprendre, hein. Tout en devenant le premier powerlifter de l'histoire à détenir les records dans les 3 mouvements de cette discipline simultanément. Et certains de ces records au deadlift sont encore invaincus aujourd'hui, près de 30 ans après qu'il ait arrêté la compétition. En 1980, il est intégré au Hall of Fame de la Fédération internationale de powerlifting. Et en 85, il entre dans la légende. Bon, très bien. Là, il nous parle de performance. En fait, il n'y a aucune corrélation entre performance et le fait que le mouvement soit safe, en fait. Évidemment, le mec, a priori, c'est pas a priori, on est plus fort à un moment ou un autre en arrondissant le bas du dos. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que tous les champions, à un moment, quand ils portent leur plus grosse charge, ils vont avoir le dos arrondi. Mais en aucun cas, la performance est synonyme de sécurité. Au contraire. Devenant le premier humain à porter 5 fois le poids de son corps en portant près de 300 kg alors qu'il en pesait moins de 60. Toujours avec le dos rond. Ce type de performance, au cours d'une carrière aussi longue, ça peut sembler étonnant quand on a une technique qui est réputée mauvaise. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que sur cette façon de porter avec le dos rond, la Marquante n'est pas une exception. Dans un article sur le blog T-Nation, Brent Contreras, qui est coach et titulaire d'un doctorat en sciences du sport, il explique qu'il est capable de soulever près de 65 kg de plus en laissant son dos s'arrondir sur un soulevé de terre. Donc oui, encore une fois, tu confonds performance et santé. Le mec est en train de dire, lui, il porte plus long que le dos rond. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, hein. Tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. Et encore une fois, certainement, un mec avec une génétique complètement incroyable. Comparé à une technique dite parfaite. Et quand on regarde les meilleurs powerlifters contemporains, comme le français Panagiotis Tarindis, alias The Panache, qui est notre actuel champion de France, d'Europe et du monde des moins de 66 kg, eh bien on se rend compte que sur sa charge maximale, il arrondit également son dos. Et cette question de porter avec le dos rond, elle se limite pas seulement à la salle de sport. Dans la vie de tout. Concernant Panache, on remarque quand même que c'est un arrondissement beaucoup, en tout cas, hein, du haut du dos, un petit peu moins du bas, hein, même si je pense qu'il a un dos rond même en bas, mais voilà, donc un petit peu extrapolation parce que arrondir le bas du dos, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'arrondir le haut du dos, hein. En termes de potentielle blessure ça n'a strictement rien à voir. Tous les jours, ce que la plupart des gens considèrent comme étant la bonne façon de porter, c'est à peu près toujours la même chose, qui est d'ailleurs recommandée par la sécurité sociale. On plie les genoux, on garde le dos droit et on évite de se pencher en avant. En gros, on évite la flexion lombaire. Mais là aussi, depuis quelques années, on commence à entendre un discours qui est un peu différent de la part de certains spécialistes. Certains des meilleurs chercheurs et cliniciens spécialisés dans le mal de dos peuvent conseiller à leurs patients de se pencher en avant avec le dos rond, voire même à porter des charges dans cette position. Et on en arrive même à se demander aujourd'hui si le fait d'éviter de se pencher en avant, ça n'entretiendrait pas les... Donc, ok, c'est encore une fois pas un argument. Et il y a certains praticiens qui disent à leurs patients qu'il faut porter dos rond. Alors, on y reviendra là-dessus, hein, parce qu'en fait, je ne suis absolument pas contre porter dos rond quand il n'y a pas de charge ou quand il y a des charges modérées. Au contraire,
C'était juste pour dire, certains praticiens, sur combien de praticiens dans le monde? Enfin, c'est un peu bizarre comme truc. Les douleurs, dans certains cas. Et si on s'était planté depuis des années? Imaginez qu'en fait on se rende compte que porter avec le dos rond, ce soit non seulement sans danger dans la plupart des cas, mais même utile en termes de performance. Aujourd'hui, on va essayer de mettre au clair tout ça. On va voir ce que disent les études scientifiques sur la technique avec laquelle on porte des charges et les liens qu'il peut y avoir avec l'apparition de douleurs ou de blessures comme des hernies discales. Et on va voir pourquoi ces questions... Donc là, il nous dit que dans la plupart des cas, on va pouvoir porter dos rond, etc. En fait, oui, dans la plupart des cas, on va pouvoir porter dos rond, parce que la plupart des cas, on va porter dos rond, une charge qui est très modérée. Hein. On porte un sac de course, on porte, je sais pas, on ramasse une télécommande, une bouteille d'eau, tu vois. Donc oui, hein, dans la plupart des cas, ça va avoir aucune incidence, voire même ça sera bénéfique. Effectivement, on verra ça un petit peu plus tard, certainement. Il y a encore autant de débats dans les milieux du sport ou de la prévention et le traitement des douleurs. Enfin, on va essayer de voir ce que vous devriez faire dans la vie de tous les jours ou à la salle de sport. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques recommandations si ça vous intéresse, des lectures ou des vidéos pour aller plus loin sur ce sujet. Aujourd'hui, on va parler biomécanique, science, performance et prévention des douleurs. Et on va se poser la question, et si la solution, c'était de porter avec le dos rond? C'est bon, c'est parti. Why are you suffering with back pain? Why have your previous attempts failed to give you relief? It's most likely that you've not been shown the specific cause of your pain. And without knowing the cause, you have no guidance on what to stop doing and what to do. Pourquoi j'ai mal au dos? C'est une question que se posent probablement les êtres humains depuis longtemps, mais ces dernières décennies, avec l'apparition de la méthode scientifique et le développement de plein de disciplines, on a commencé à apporter des réponses qui étaient probablement un petit peu plus fiables que les hypothèses qu'on avait par le passé. Et pour comprendre les mécanismes qui aboutissent à l'apparition d'une douleur, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans plein de domaines différents, en biologie, en neurologie, en psychologie ou en biomécanique. La biomécanique, c'est l'étude des propriétés mécaniques des organismes vivants. C'est donc assez naturellement qu'on a mis beaucoup d'espoir dans cette discipline pour expliquer ce qui se passe dans notre corps et particulièrement dans notre dos quand on subit certaines contraintes, quand on bouge, quand on porte, quand on se penche, quand on tourne, bref, quand on vit. Et dans le domaine du sport, la biomécanique, c'est un outil qui est extraordinaire. En comprenant la façon dont les contraintes mécaniques se répartissent au sein du corps, on peut optimiser un geste sportif pour avoir plus de puissance, comprendre les conditions dans lesquelles certaines blessures peuvent apparaître afin d'essayer de les éviter, ou encore adapter un geste technique pour cibler bien plus précisément un muscle sur lequel on veut faire de l'hypertrophie par exemple. Dans le domaine de la douleur, les études de biomécanique elles peuvent être faites de cette manière. On va comparer un groupe de personnes qui a mal et un groupe de personnes qui n'a pas mal, et on va essayer de mesurer des différences dans leur façon de bouger. Et avec le matos dont on dispose aujourd'hui en 2020, on peut mesurer plein de trucs, mais vraiment plein. On peut mesurer par exemple les amplitudes de mouvement, le timing avec lequel les muscles se contractent, la raideur de ces muscles, la force à laquelle ils se contractent, la stabilité des articulations, les changements au niveau de la conduction nerveuse dans les muscles avec des EMG et plein d'autres trucs. Et l'idée c'est que si on trouve des dysfonctionnements chez les gens qui ont mal qu'on ne retrouve pas chez les gens qui n'ont pas mal, eh ben on va essayer de corriger ces dysfonctionnements ou bien par des manipulations ou bien par des exercices pour permettre aux gens d'avoir moins mal. En tout cas, c'est l'idée. Et l'un des big boss du milieu qui a publié pas mal d'études sur la biomécanique du rachis, c'est Stuart McGill. Il est professeur de biomécanique au sein de l'université de Waterloo au Canada. Et il a bossé avec beaucoup de sportifs, dont des powerlifters. Et à mon avis, il a eu une influence assez importante dans les milieux des sports de force. Et il a par exemple travaillé sur des modèles pour expliquer comment des hernies discales apparaissent. Alors une hernie discale, c'est quoi? Notre colonne vertébrale, elle est composée de vertèbres, cervicales, dorsales et lombaires, entre lesquelles se trouvent ce qu'on appelle des disques intervertébraux. Ces disques, ils servent à absorber les chocs et à répartir les contraintes. Ils sont composés d'un noyau central, qui est un gel épais qui contient une bonne partie d'eau, et ce noyau, il est entouré par un anneau fibreux,
qui est composé de 15 à 25 couches successives, faites en bonne partie de collagène et en partie d'élastine. Et ça en fait une structure qui est à la fois résistante et flexible. Les vertèbres et les disques ne sont pas juste empilés les uns sur les autres comme une pile de Jenga. Non. En fait, ils sont solidement stabilisés par des ligaments qui sont très puissants et par des muscles qui sont au moins aussi puissants. Ce qu'on appelle une hernie discale, c'est quand une partie du disque commence à déborder de ses limites normales. C'est un mécanisme qui peut être soudain ou très progressif, ça peut être douloureux ou pas, et ça peut nécessiter une prise en charge médicale ou pas. Maintenant, voyons un petit peu ce que Stuart McGill nous dit sur le mécanisme d'apparition des hernies discales. And it's usually a cumulative situation. But if you take the spine through the range of motion under load, now you work apart the layers of collagen fibers. So if I wanted to work a hole in that beautiful jacket, I would simply create stress-strain reversals back and forth on the material, and the weave of the fibers would slowly get loose and delaminate. So the disc is layer upon layer of collagen fibers held together with a ground substance. And if you keep moving the disc under load, the hydraulic pressure, the pressurized nucleus, slowly starts to work its way through the delaminations that form because of movement. Voilà donc ce qui, d'après Stuart McGill, provoquerait des hernies discales. Faire des flexions répétées en portant une charge, même légère, à terme, petit à petit, ça provoquerait des micro-lésions au niveau du disque qui, au final, provoqueraient des douleurs, voire une hernie discale. Et la solution qui est proposée pour prévenir ça, pour éviter que ça arrive, c'est de garder son dos en position neutre lorsqu'on porte une charge. Ce qu'on appelle la position neutre, c'est pas une position fixe, mais plutôt une amplitude de mouvement qui est relativement réduite, dans laquelle on diminue les contraintes que les ligaments et les disques subissent. Ces contraintes, elles sont alors plutôt gérées par les muscles. On comprend alors l'importance d'avoir une technique impeccable lorsqu'on va faire un soulevé de terre ou un squat, ou même lorsqu'on porte une charge dans la vie de tous les jours. On a donc trouvé la solution. On enseigne à tout le monde de garder le dos droit, de contracter les abdos pour stabiliser le tout. On enseigne ça en entreprise, on fait des spots publicitaires financés par la Sécu, et bientôt, le mal de dos et les blessures à la salle ne seront plus qu'un lointain souvenir. Sauf que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc petite parenthèse, ça fait 5 minutes qui blablate autour de Stuart McGill. Vous allez voir qu'en fait son argument, hein, c'est que Stuart McGill, il a utilisé des colonnes vertébrales de porc et de porc mort. Donc son argument c'est, voyez, ça ne peut pas s'appliquer sur une colonne vertébrale d'humain vivant. Sauf que, à mon avis, là, c'est un peu de la malhonnêteté parce que sinon, enfin, où il a vraiment pas fait de recherche et alors il est complètement incompétent pour faire sa vidéo. C'est que de toute manière, enfin, j'avais déjà eu cette petite. Major Mouvement m'avait mis la puce à l'oreille justement où il disait qu'il y avait des études justement avec des colonnes vertébrales d'humains, etc. Mais plus tard, quand j'ai écouté le podcast de Neuville, du coup, qui est son copain a priori, et qui est donc lui spécialiste de la colonne vertébrale, lui, il nous dit qu'il avait même été étonné quand il est arrivé pour étudier le sujet, qu'il y ait autant d'études de fait sur justement des colonnes vertébrales d'humains, et voire même d'humains morts évidemment, mais fraîchement morts, c'est-à-dire où les tissus n'ont pas eu le temps la dégénérescence du tissu n'a pas eu le temps de se faire. Voilà, donc là je pense que c'est déjà la première malhonnêteté de parler que de cette étude et qu'effectivement on ne peut pas la prendre comme référence, même si à mon avis elle montre déjà des choses hein, et une tendance. Ces 25 dernières années, l'argent dépensé pour prévenir ou traiter les douleurs de la colonne a été multiplié par 2,5 en suivant en bonne partie ces principes. Sur la même période, l'invalidité liée à la lombalgie a augmenté de 25%. Donc on dépense vachement plus et on a de moins bons résultats. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Pub. Vu que c'est la pub, je sais que Jean Honch il est revenu là-dessus, qu'effectivement, en fait, il y avait plus de lombalgie parce que la population était vieillissante en fait. Bon, après, il s'est défendu sur une autre vidéo, il faudra aller réécouter, mais c'était pertinent, mais moyen. D'autre part, on va voir dans la vidéo qu'il est un peu bête, en tout cas son raisonnement est fin nul, parce qu'il dit qu'on injecte de l'argent donc pour sensibiliser les gens à porter d'eau neutre, etc. Mais que de toute façon, les gens s'en foutent et portent quand même n'importe comment. Et lui, sa conclusion, du coup, c'est que
porter dos neutre, ça ne fonctionne pas, tu vois. C'est pas franchement cohérent, mais bon, on va le laisser, il y viendra, je me souviens vite fait de ce qu'il y a dans la vidéo. Pour simplifier les choses, on va parler de deux façons principales pour l'instant. La première, celle qui est souvent considérée comme la bonne façon, c'est toujours à peu près la même. On plie les genoux, on garde le dos droit, on évite de se pencher en avant. C'est ce qui s'apparente en fait à un squat. Et il y a celle qui est souvent considérée comme la mauvaise façon. On plie pas ou peu les genoux et on se penche en avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un stoop. La plupart des interventions en entreprise ou des formations gestes et postures, elles enseignent la première technique, le squat, comme étant la plus sécuritaire, c'est-à-dire comme étant celle qui réduit le risque d'avoir des douleurs ou des blessures dans le dos. Et en fait, la plupart des professionnels sont plutôt d'accord, parce que la plupart des médecins ou des kinés vont avoir tendance à déconseiller d'utiliser la technique de stoop pour porter un objet, même lorsque cet objet est léger. Sauf que, soyons honnêtes, la plupart des gens ont tendance intuitivement à plutôt utiliser le stoop, c'est-à-dire se pencher en avant, lorsqu'ils ont à porter quelque chose dans la vie de tous les jours. Et moi-même, je fais partie de ces gens. Et en fait, c'est plutôt logique. Parce que le squat, il présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, porter un objet en position de squat, c'est-à-dire en pliant les genoux et en gardant le dos droit, et ben c'est... Donc là, en fait, je devance un peu, mais il va nous expliquer que la plupart des gens vont porter en stoop pour plein de raisons, et notamment la performance, c'est-à-dire que c'est moins fatigant pour le corps. Et encore une fois, du coup, ils confondent de toute façon performance et le fait que ça soit sécuritaire. Bon, pour autant, dans le fond, porter, encore une fois, on y reviendra peut-être dessus, enfin c'est sûr même, je vous incite à porter des charges modérées avec le dos rond, c'est pas un problème en fait. C'est vachement plus fatigant que de porter en position stoop. Et vu qu'on a naturellement tendance à chercher la meilleure efficacité, la meilleure efficience, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accomplir nos tâches en dépensant le moins d'énergie, on va intuitivement aller vers la technique qui est la moins fatigante, et c'est le stoop. Alors quand on a un métier qui consiste à porter des charges à longueur de journée, c'est encore plus compliqué de faire des squats à chaque fois, parce que c'est crevant. Le deuxième inconvénient du squat, c'est que ça met des contraintes qui sont plus importantes sur d'autres articulations, et par exemple, les genoux. Donc ça, il n'a pas tort, hein. C'est-à-dire que si vous avez une pathologie au genou, c'est normal, hein, il y a une charge, il faut qu'elle, d'une manière ou d'une autre, si on la porte, on répartisse cette charge sur différentes articulations, etc. Donc si elle n'est pas à la charge sur le dos, elle va se retrouver ailleurs. Notamment, avec un squat, les genoux vont être un petit peu plus en contrainte. C'est tout à fait logique en fait, hein. Il n'y a pas de, il n'invente rien, voilà. Ça peut poser problème à certaines personnes qui, par exemple, À certaines personnes, effectivement, ça peut poser problème. Tu vois. Mais encore, hein, je veux dire, à un moment donné, si on peut porter 20 kg avec le dos rond, on peut porter logiquement, dans la même logique, 20 kg avec ses genoux. Hein. Troisième inconvénient, on peut être un petit peu moins stable en position de squat pour porter un objet. Et quatrième inconvénient, dans la vie de tous les jours, la plupart des gens arrivent à porter un poil plus lourd en position de stoop par rapport à la position de squat. Et si ça vous semble bizarre, regardez les gens qui sont... Donc toujours cette histoire de performance, tu vois, ce mélange des deux, cette confusion qu'il fait. meilleurs pour porter des charges très lourdes, les powerlifters. Lorsqu'ils ramassent une charge très lourde du sol, en faisant par exemple un soulevé de terre, leur position elle est bien plus proche du stoop, avec les genoux qui sont peu fléchis et le buste qui est beaucoup penché en avant, que d'un squat. Mais bon, même si le squat a des inconvénients, on peut se dire que ça peut valoir le coup de se forcer à utiliser cette technique pour porter des charges, si ça nous permet de protéger notre dos. Si ça nous permet de protéger notre dos. Toute la question elle est là en fait. Est-ce que le fait d'utiliser la technique de squat, ça permet réellement de réduire les risques de douleur ou de blessures au niveau du dos? Pas vraiment en fait. Les formations de prévention des douleurs en entreprise, qui enseignent quasiment toute la technique de squat comme étant plus sécuritaire, et bien en fait, ces formations, elles semblent ne pas être efficaces pour prévenir l'apparition de lombalgie. C'est en tout cas ce que conclut cette méta-analyse de 2012 qui dit « Aucune des études n'apporte de preuve que ces formations préviennent la lombalgie ». Ou encore cette étude de 2014 qui montre que la plupart du temps, les conseils donnés dans ces formations ne sont pas appliqués. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc il dit qu'elles ne sont pas appliquées. Donc les mecs, ils disent « Ah mince, c'est pas efficace ». Enfin oui, mais bon, si elles ne sont pas appliquées, à un moment donné, voilà. Bon. Parce que souvent, ils ne sont pas applicables dans la vraie vie, tous les jours, dans les vraies conditions de travail. Bon. Ça, par contre, je suis d'accord, tu vois. Tu peux pas tout le temps porter correctement. Maintenant, je crois que l'idée, ça serait plutôt de porter, il va y venir, il va dire plus ou moins le même truc que moi. Effectivement, porter comme on peut et mixer un petit peu la façon de porter. Je pense que ça peut être une bonne chose. Avec les charges modérées, encore une fois, hein, quand on a des charges énormes, essayer de faire au mieux, tu vois, mais bon. Enfin, cette étude plus récente de 2020, qui reconfirme que les effets des formations sont au mieux marginaux et qui soulève une remarque qui est assez pertinente. Il existe tellement de contextes de port de charge différents que donner une technique unique qui serait toujours la bonne, c'est probablement un peu con. Bon, ils écrivent pas ça comme ça, mais ma traduction de l'anglais est parfois un peu approximative. En fonction de la charge qu'on porte,
de la taille de l'objet, de la hauteur dont on doit le porter, de la place dont on dispose, du nombre de fois qu'on va devoir faire ce mouvement dans la journée, imaginez qu'une et unique technique, le squat, soit toujours la technique idéale, c'est probablement un peu réducteur. Et dans cet article, il conclut en disant que l'idéal serait d'enrichir le vocabulaire gestuel des gens qui portent dans leur métier, c'est-à-dire leur donner. Donc là, hein, sur la deuxième étude, il dit exactement la même chose. Ou ce n'est pas appliqué, ou ce n'est pas applicable, grosso modo. Donc à un moment donné, bah oui, mais en fait, tu peux pas du coup en conclure quoi que ce soit, tu vois. Plein d'options différentes pour que ces personnes soient capables de choisir la technique qui leur semble la plus adaptée à Mais la je situation. pense que c'est vrai que c'est intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que porter en se penchant en avant, voire même en arrondissant le dos, ça peut faire partie de ces options? Parce que ça semble un peu contradictoire avec ce que disait Stuart McGill. Et bien, regardez ce qu'on peut trouver dans cet article de 2017 qui s'intéresse aux techniques de port de charge qui sont considérées par les kinés et par les médecins comme étant les plus sécures. Les auteurs ils indiquent ceci avec évidemment toutes les références scientifiques associées. De façon assez intéressante, les personnes qui ont mal au dos ont déjà tendance à porter en position de squat. Et il a été confirmé par des études cinématiques que ceux qui ont mal au dos portent différemment de ceux qui n'ont pas mal. Ils penchent moins le dos, plient plus les genoux et contractent plus les muscles abdominaux. Ces données suggèrent que les gens ayant mal au dos tendent à porter des charges de la manière qui est habituellement recommandée par les professionnels de santé, pour éviter de solliciter les structures douloureuses dans leur dos. Cependant, les modélisations biomécaniques suggèrent que porter avec le dos droit et avec les abdominaux contractés résulte à de plus importantes charges biomécaniques sur le dos. Donc là, clairement, je sais pas d'où il sort ça. Je sais pas si c'est une mal traduction, un truc qu'il a mal compris, l'auteur qui s'est mal exprimé ou quoi, je ne sais pas. Bon, peu importe. Malgré tout, dans le podcast, vous vous rappelez qu'on a écouté tout au début là? Il nous dit bien pourtant que enlever de la flexion lombaire, alors moins de tension. Donc là, pour le coup, il y a contradiction, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas trop d'où il sort ça. C'est un peu aller à l'encontre des lois physiques de la Terre. Hein. Donc, Jean Honche le montre un petit peu sur sa vidéo. Hein. Je vous invite à aller la voir. Hein. D'ailleurs, toutes les vidéos que je cite, etc., allez les voir. Hein. Enfin, si ça vous intéresse, évidemment. Avec sa règle et sa petite balance là. Donc, il le montre bien. Ça, c'est les lois physiques sur Terre. Hein. Maintenant, c'est vrai que avec sa petite règle et sa petite truc, on ne peut pas en tirer des vraies conclusions, mais voilà, ça c'est les lois physiques sur Terre. Avec le dos droit et en contractant les abdos, ça provoquerait plus de contraintes biomécaniques sur le dos. Ce dernier point, ça peut sembler bizarre parce que ça semble un petit peu contradictoire avec ce que nous disaient les études de McGill. Alors il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Le modèle de McGill. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'histoire de McGill avec ses cochons, colonne vertébrale, de cochons morts, etc. Hein, je pense que c'est la plus grosse supercherie du truc. Hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, son pote de Neuville, non, il dit que c'est faux. Il y a une multitude d'études qui ont été faites sur des sujets humains et fraîchement morts même. Donc, voilà. Qui a probablement influencé les milieux du sport et la prévention des douleurs depuis 20 ans. Modèle qui nous recommande de porter en gardant le dos en position neutre et qui fait qu'aujourd'hui, quiconque poste une vidéo en train de faire un soulevé de terre sur les réseaux sociaux voit une horde de commentateurs arriver en lui disant que oh mon dieu, ta technique est mauvaise, tu vas te flinguer le dos parce que tu es un petit peu trop arrondi. Et bien ce modèle-là, il est aujourd'hui sérieusement mis en question. En partie parce qu'il n'a pas été réalisé sur des êtres humains, mais sur des cochons morts. Every kind of human disease, there's not one that didn't start with animal studies. It's the animal studies that gives you the control and the understanding of even what to look for in the humans. And then, of course, third stage are human trials. So, of course, you have to do that with human spines. But humans are limited resources. Ça peut sembler un peu audacieux de tirer des conclusions sur des lombaires d'êtres humains après avoir fait des études sur des cervicales de cochons morts. Mais en fait, l'idée de base, elle est loin d'être bête. Parce que comme le dit le Dr McGill, c'est toujours par là qu'on commence, en fait. Et les cervicales de porc semblent avoir un comportement biomécanique qui est relativement proche des lombaires humaines. Donc c'est un modèle qui est intéressant pour commencer. Mais comme le dit le Dr McGill également, il faut ensuite passer aux études sur les êtres humains. Et là, les résultats sont vachement plus discutables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de spécialistes du mal de dos et du sport qui défendent une vision qui est quand même très différente. En disant, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du fait que votre colonne soit fléchie ou non. Et là, je ne parle pas uniquement de la position de stool. Donc là, c'est là qu'il nous montre, encore une fois, c'est un peu, alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, de la manipulation. Encore une fois, voilà, je ne vais pas non plus l'accabler, le pauvre. Mais là, il nous dit, dans la plupart des cas, et il nous montre des mecs, je vais faire du soulevé de terre, ça s'est passé vite, hein, mais il y avait du Jefferson curl avec des poids, des machins, des trucs. Donc non, la plupart des cas dans la vie, à 99,99, tu vas pas, quand tu vas porter quelque chose, c'est pas une barre de 300 kg. La plupart des cas, c'est
oui, c'est prendre une tasse, c'est prendre, j'en sais rien moi, mettre tes chaussures, prendre ta chaussure, prendre un sac de course ou je ne sais quoi, tu vois, et en aucun cas. Et tu vois, c'est là la petite truc, il influe ça dans ton cerveau en disant la plupart des cas, et en même temps, tu vois, tu as des images de mecs qui portent des charges de ouf avec des dos ronds. Et là, c'est. Bon, je sais pas encore une fois si c'est fait exprès, mais bon. Alors, on va lui laisser le bénéfice du doute à la limite. Dans laquelle il est tout à fait possible de garder la colonne relativement droite si le mouvement se fait principalement au niveau des hanches. Non, non, je parle bien d'une flexion au niveau de la colonne dorsale, voire lombaire, c'est-à-dire portée avec le dos rond. L'un des professionnels qui a mis cette question sur le devant de la scène et de façon très argumentée, c'est Greg Lehman. Greg Lehman, c'est un kiné, chiro et spécialiste de prépa physique canadien. Il a étudié la biomécanique du rachis avec Stuart McGill et il a même publié plusieurs articles scientifiques sur le sujet. Mais par la suite, il a fait quelque chose qui est parfois difficile. Il a tenu compte des nouvelles données disponibles et il a changé d'avis. Donc, bah, ça tombe bien parce que son pote de Neuville, il en parle de Greg Lehman, là. Et en fait, il nous dit, hein, et il passe du coup un passage à un moment où Greg Lehman, il nuance, mais ça, il oublie de nous le dire, Pierre-Élie. C'est un petit peu le problème. Donc, effectivement, a priori, lui, il est également pour porter des charges avec le dos rond, mais encore une fois, pas des charges excessivement lourdes et modérées, etc. Et c'est là où est tout le problème. Donc, même, bon, d'ailleurs, il parle de Lehman hein, en disant qu'il fait un discours d'1 heure et demie en disant dos rond, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, il te parle pendant 15 secondes. Enfin, attention, pas avec une flexion maximale et pas des charges de ouf non plus. C'est un peu le problème de la vidéo parce que finalement, à la fin, il me semble que ses conclusions ne sont pas si mal. Mais voilà. Par contre, par la suite, dans tout le clash de la vie et tout, il s'est embourbé comme pas possible. Il a été malhonnête comme pas possible dans les réponses avec Jean Honche et tout. Bon, soit. I like to read the totality of the literature, and my view has changed through the years. Entre le début des années 2000, où les études de McGill elles ont été effectuées sur les colonnes de porcs morts, et les années 2020, on a eu quand même pas mal de nouveaux outils technologiques qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le disque d'une personne humaine, vivante, lorsqu'elle porte une charge. Et ces nouvelles données in vivo, qui sont faites sur des êtres vivants, elles viennent clairement nuancer la vision de Stuart McGill, selon laquelle porter en flexion, avec de la flexion au niveau lombaire notamment, ça nous condamnerait à terme à avoir des douleurs ou des hernies discales. Une des premières critiques qu'on peut faire au modèle de McGill, c'est qu'il est assez peu transférable à la vie réelle. Dans les études qui avaient été faites à l'époque, ils avaient soumis des disques intervertébraux de porc à un cycle répété de flexion-extension. Mais genre beaucoup de flexion-extension, jusqu'à 86 400 de mémoire, et ils s'étaient rendu compte qu'effectivement, au bout d'un certain temps, il y avait des hernies discales qui apparaissaient. Et ils étaient arrivés à la conclusion que, au-delà d'un certain nombre de flexions avec de la charge, les disques s'abîmaient. Sauf que, dans la vraie vie, c'est assez rare de voir des gens qui font 86 400 abdos d'affilée. Perso, j'y arrive pas. En même temps, je déteste faire des abdos. Qui aime faire des abdos en vrai ? Bon, concernant les abdos, clairement, le gros de mon avis, il se fait sur les arguments de l'expert en colonne vertébrale. Hein. Donc, vous pouvez le retrouver, donc, je ne sais plus ce que je vous l'ai dit, donc, Philippe de Neuville, et c'est sur le biomécanique podcast ou un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter, super intéressant. Et là, au moins, on a quelqu'un qui connaît le sujet par cœur. Donc, lui, il nous parle de ça. Hein. Effectivement, il nous dit que les abdos, ça, a priori, il n'a jamais vu quelqu'un avoir une hernie discale quand on fait des abdos. Mais on en revient toujours au même. Hein. Depuis le début, il va défendre que plein de fois, la flexion, elle pose aucun problème. Et c'est le cas, hein, la flexion, elle ne posera pas de problème hein, jusqu'à une certaine charge, justement, et avec un arrondissement extrême, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe, à ce sujet? Donc, il nous dit effectivement que lui, il n'a jamais vu des hernies discales se créer avec des abdominaux. Donc, encore une fois, hein, pour la plupart des cas, quand il n'y a pas de charge, etc., il n'y aura aucun problème à aller faire des flexions lombaires. Hein. Bien au contraire, hein, elle est faite pour ça, cette colonne vertébrale. Par contre, il parle d'un point de rupture, il me semble, s'il appelle ça comme ça, je ne sais plus. Comme tout matériau, la colonne vertébrale, elle a un point de rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, à une certaine charge avec une flexion lombaire, elle va casser. Et que si on diminue par exemple la charge, alors on va devoir faire plus de mouvements pour casser. On va encore diminuer, on va devoir faire encore plus de mouvements pour casser. Et la même chose avec quand on va enlever des degrés. C'est-à-dire plus on va
on va redresser la colonne, plus il faudra pour la même charge de flexion pour la casser également. Je dis casser, c'est pas le terme approprié, hein. Mais voilà l'idée un petit peu du truc. J'espère avoir été clair, c'est pas dit, hein. Mais écoutez le mec sur son podcast, ça sera bien mieux. En général, dans la vraie vie, quand on fait des abdos, on les fait pas tous d'affilée. On fait des pauses entre les séries et entre les séances. Et ça permet à notre corps de récupérer et de s'adapter. Ce que, de toute façon, des tissus morts ne peuvent pas faire. Et aujourd'hui, on a quelques données qui montrent que les disques intervertébraux, tout comme la plupart des tissus du corps humain, ils ont une capacité à s'adapter aux contraintes qu'on leur fait subir. Cette adaptation. Donc évidemment, hein, il a raison, on ne fait pas 86 000 abdos d'affilée. Et donc il y a évidemment certainement régénérescence des tissus. Là par contre, il va un peu plus loin, il parle d'adaptation des disques intervertébraux. Alors oui, a priori c'est vrai. Par contre, encore une fois, Philippe Deneville, là, Jean-Philippe Deneville, je ne sais plus, enfin bref, Deneville, là dans le podcast, il nous dit que ça peut mettre jusqu'à 4 ans pour s'adapter. Donc, les mecs, qui sait qui va attendre 4 ans avant de soulever, tu vois, une charge importante en deadlift, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est très bien, hein, mais il omet un peu de le dire que c'est très très long quand même. Elle est probablement variable en fonction des gens, en fonction de leur génétique, en fonction du type d'activité qu'ils exerçaient. Cette adaptation des disques, elle est probablement lente, parce que les disques, ils sont peu vascularisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. Elle n'est pas lente, elle est très lente. Sang qui arrive au disque, mais surtout, cette adaptation, elle est probablement plus lente que les structures qu'il y a autour, et notamment les muscles, ce qui est vachement important, parce que ça veut dire qu'il faut y aller très progressivement. Mais cette adaptation des disques... Donc là, voilà, il le dit, hein, il faut y aller très progressivement. Donc en soi, le mec n'a pas tort, mais à un moment donné, tu ne le comprends pas comme ça quand tu regardes la vidéo que tu t'y connais pas, tu vois. Tu te dis, bah ouais, je vais t'inquiète, je vais passer un deadlift de 20 à 100 en 5 mois, tu vois. Sauf que, non, en fait... Elle est possible. Et globalement, les modèles in vitro, c'est-à-dire faits sur animal en laboratoire, ils semblent présenter des limites parce qu'il semblerait que les disques vivants réagissent différemment. Quand on fait des études sur des êtres humains vivants, on est vachement moins sûr de ce qui se passe. Les contraintes mécaniques exercées sur les lombaires ne sont pas forcément plus importantes lorsqu'on porte en position de stoop par rapport à une position de squat, contrairement à ce qu'on entend tout le temps. Voire même, il pourrait y avoir moins de contraintes sur la colonne avec une légère flexion, tout en permettant aux gens de porter un poil plus lourd lorsqu'ils mettent de la flexion lombaire. Alors on va essayer de revenir là-dessus, là. Attends, je vais essayer de stopper. Écoute, je ne suis pas vraiment formé pour... je ne comprends pas exactement ce qu'il en retourne là. Mais on parle a priori d'une lombaire en particulier. Donc en fait, ça ne m'étonne pas vraiment. Je vais essayer d'être explicite, mais ce n'est pas dit que j'y arrive. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Quand vous allez pour n'importe quel mouvement, d'accord, on va avoir plusieurs muscles qui vont rentrer dans l'équation de manière plus ou moins importante et il va y avoir des transferts en fait, de charge en fait, hein. Donc à un moment ou un autre, donc admettons je suis comme ça, là j'ai le dos plat, on est bien et je vais flexer, donc globalement on va avoir une tension qui va s'accentuer un peu partout. Mais par contre, à un moment T, quand un muscle va prendre le relais d'un autre, par exemple, à un moment T, hein, je veux bien le croire, qu'il y ait plus de tension à ce moment-là sur le disque, hein. Ça me paraît assez logique en fait. Et pour autant, ça ne démontre pas que dans l'absolu, dans l'entièreté du mouvement, il n'y ait pas plus de contraintes dans la flexion en fait. Bon, après, j'espère avoir été clair, je ne suis pas sûr du tout, hein. Il pourrait y avoir moins de contraintes sur la colonne avec une légère flexion, tout en permettant aux gens de porter un poil plus lourd lorsqu'ils mettent de la flexion lombaire. Encore cette histoire, porter plus lourd, oui, la flexion lombaire, on porte plus lourd, il n'y a pas de souci. Mechanical world, they can't agree where there's more load. Like read the Shirazi-Addo Labs papers, they're disagreeing. Read Peter Conan's work, read Kingma's work. Not everyone's agreeing that there's more stress on the disc when there's more flexion. Donc même en restant dans des considérations purement biomécaniques, et sans tenir compte d'autres facteurs qui ont été identifiés comme ayant une influence sur l'apparition de douleurs lombaires, on commence à avoir pas mal d'arguments scientifiques pour dire que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du fait d'avoir de la flexion lombaire quand vous portez une charge. All right, let's do this. 7 reasons to not worry about maintaining a neutral spine or how to be a movement optimist. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Greg Lehman donne 7 raisons pour lesquelles on ne devrait pas s'inquiéter de la flexion lombaire. Les 3 premières, on les a déjà citées ici. Raison numéro 1, les formations qui enseignent de porter en squat avec le dos droit semblent ne pas fonctionner pour prévenir.
Pour rappel, en début de vidéo, raison numéro 1, les gens ne respectent pas ce protocole et ou ne peuvent pas le respecter. Donc, allez, next. Raison numéro 2. Les modèles animaux sur lesquels sont basées ces recommandations ne semblent pas transférables aux êtres humains. Ouais, celle-là, hein, vous aurez compris que c'est la plus belle. Pourquoi tu parles de ça? Puisqu'il y a plein d'études qui ont été faites sur les colonnes vertébrales de sujets humains. Au revoir. Raison numéro 3. Les études plus récentes sur les humains ne sont pas d'accord sur le fait que le stoop et la flexion lombaire mettent plus de contraintes sur le disque. Donc là, j'imagine qu'il parle du graphique hein, juste avant. Bon, soit je ne suis absolument pas sûr de moi dans ce que je vous ai dit, mais tu vois, la logique, elle est là et en fait, c'est pas du tout illogique à un moment ou un autre sur un moment T d'avoir un peu plus de pression sur une vertèbre à un moment T. Bon. En plus de ça, on peut faire un peu dire ce qu'on veut, hein, un graphique, je me méfie clairement. D'ailleurs, j'avais relevé quelques petits trucs un petit peu louches là-dessus, je me rappelle plus, c'est bon quoi. Balai, hein. Et ce n'est pas tout. Aussi dingue que ça puisse sembler, on n'a actuellement pas de preuve qu'il y ait un lien de causalité entre les flexions lombaires et l'apparition de douleurs lombaires. Alors, on a des données qui montrent... Donc, pas de preuve entre flexion lombaire et douleur lombaire. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui en parle dans d'autres vidéos. Il dit que entre pathologie et douleur, eh ben, c'est pas forcément lié. Donc, encore là, donc il avance quelque chose, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui dit que c'est pas lié. Donc, encore une fois, c'est une espèce de truc. Bon, tout aussi bien, tu as mal au dos et en fait, tu n'as rien du tout, quoi, tu vois. D'ailleurs, ça prouve pas l'inverse, hein, donc encore une fois, par principe de précaution. Portent beaucoup, ont une petite augmentation. Parce que si d'un côté, ils ne l'ont pas prouvé, de l'autre non plus, hein, donc jusqu'à présent, voilà. Après, encore une fois, ça paraît assez logique de respecter le dos neutre. Le risque d'avoir des douleurs lombaires. Mais les raisons pour lesquelles il y a cette augmentation de risque, c'est pas forcément à cause de la flexion. Il peut y avoir plein d'autres raisons autour, en fait. Ouais. Donc, par contre, quand il y a une étude qui dit que on pourrait croire que la flexion lombaire, ça crée des douleurs, tatati, tatata, mais en fait, non, c'est autre chose. L'étude, elle le montre, mais ça me fait chier. Non. Bon. Tout ça, ça s'appelle aussi des biais de confirmation. Hein. C'est-à-dire qu'il va chercher absolument à confirmer dans tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, sa vision des choses. Hein, voilà. Bon, c'est propre à l'être humain. Voilà. Par exemple, lié à l'organisation du travail, au rythme, au manque de repos, au contexte ou d'autres trucs. Mais le fait de fléchir la colonne, en soi, en fait, on n'est pas du tout sûr, on n'a pas de preuves qui montrent que ce soit vraiment ça qui soit le facteur de risque d'apparition des douleurs. Donc voilà, il parle qu'il y a plein de risques. Et effectivement, il y a certainement plein de facteurs à prendre en considération, mais c'est quand même une blague. Hein. Et on n'a pas franchement de preuves non plus qu'on finira par le payer plus tard. Il y a une étude qui a suivi des gens qui faisaient un sport où il y avait beaucoup de flexion, c'est des gens qui faisaient de l'aviron, et ils les ont comparés à un groupe contrôle de gens qui ne faisaient pas autant de flexion, et ils les ont suivis pendant des années, et sur 10 ans, il n'y avait pas de différence au niveau des lombalgies. Actuellement, on manque de données pour conclure clairement sur cette question. Bon, là, c'est pareil, ils nous montrent un truc où les mecs, ils font des rames, tu vois, et il y a de la flexion lombaire, d'accord, mais encore une fois, plus tard, le problème de ce mec, c'est que plus tard, il va se mettre à défendre, par exemple, il va se mettre à défendre Geek and Fit, comme quoi on pourrait faire du Jefferson curl avec des charges impossibles, tu vois. Et là, le problème, il est un peu plus nuancé. Tu vois, c'est ça dépend. Des fois, il est nuancé, ça dépend qui est en face de lui, comme interlocuteur, etc. Bon. Et les deux dernières raisons, elles nous montrent... Et de toute façon, là-dessus, en plus de son étude, là, Jean Honge, si vous voulez bien aller voir sa vidéo, qui est super marrante comme là, parce que lui, il est super drôle comme il appréhende le sujet. Il en parle de ce truc où il est en plus, voilà, il est un peu malhonnête dessus. Je me rappelle plus exactement le délire, mais voilà, vas-y, va voir. Montre qu'on se retourne probablement la tête pour pas grand-chose. Parce que, en fait, la flexion lombaire, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle est utile dans la plupart des mouvements qu'on fait et dans la plupart des sports. Elle nous permet de faire du mouvement, de développer de la force, de faire de la performance. Donc, on en a besoin, en fait, de la flexion lombaire. Mais
Oui, on a besoin de flexion lombaire, hein, encore une fois, personne ne dit l'inverse. Hein. Surtout, quoi que vous fassiez, vous ferez de la flexion lombaire. Parce qu'en fait, la flexion lombaire, elle est inévitable. I'm just not sure that people actually, when they're lifting their max weight, are really flexing in the deadlift, not the Atlas stone. Because it's definitely more than people think it is. That's finally being recognized these past few years. They're definitely not staying in neutral, although it's very hard to say what the hell neutral is. Ces dernières années, on s'est rendu compte que même lorsqu'on essaye de garder son dos en position neutre, même lorsqu'on a l'air d'avoir le dos en position neutre, et ben en fait, on fait beaucoup de flexion lombaire. Beaucoup plus que ce qu'on pense. En fait. Lors d'un soulevé de terre, des powerlifters compétitifs, c'est-à-dire qui ont une certaine maîtrise de leur discipline, ils vont mettre de 75 à 90% de leur flexion maximale au niveau lombaire. Donc c'est là que c'est incroyable. Donc il nous dit, vu que quand tu portes des charges lourdes comme un gros bâtard, comme un ouf, vu que tu as dans tous les cas 75 à 80% de ta flexion max, alors balérin, vas-y continue. Et puis n'essaye pas d'avoir le dos neutre. Donc ça c'est les mecs qui essayent d'avoir certainement le dos neutre. Hein. Je comprends pas, moi, lui, on n'arrive pas au raisonnement, enfin à la conclusion, à la même conclusion avec les mêmes données. Je ne sais pas pourquoi. Lors d'exercices comme les kettlebell swing, on fléchit en moyenne les lombaires de 26 degrés dans la partie basse du mouvement, c'est-à-dire environ. Donc pareil, hein, son pote de Neuville, là, il nous apprend que en fait, c'est exponentiel. Hein. À la fin du mouvement, donc je dis une connerie, je crois qu'il raconte du style 75% de flexion lombaire. Alors grosso modo, ça commence à être dangereux. Et plus on prend de degrés, plus ça va être exponentiel. Là, la courbe, elle fait un exponentiel. Elle monte comme ça à la fin. Donc en termes de risque. Hein. Donc, environ un peu plus de 50% de la flexion lombaire maximale. Et sur des exercices comme les good morning, c'est à peu près pareil. Alors qu'on demandait spécifiquement aux gens. Donc lui, tout son argumentaire, c'est de dire non, faites du dos rond. Parce que vous allez vous renforcer les disques et vous allez vous renforcer les muscles et vous allez vous renforcer les ligaments. Bon oui, mais tu vois qu'en fait, on va se les renforcer dans tous les cas puisque quand on va porter lourd, a priori, quand on fait, il le dit, un good morning, machin kettlebell, on va avoir une flexion lombaire, donc on va les renforcer, ces tissus. Donc pourquoi accentuer cette flexion? Ça n'a pas de sens en fait. De garder le dos droit. Donc il y a des chances pour que vous aussi, vous mettiez déjà beaucoup de flexion lombaire lorsque vous portez une charge, même si vous essayez de garder le dos en position neutre. Et vous savez quoi? C'est pas forcément grave. On n'est pas tous faits de la même manière, en fonction de la longueur de nos membres, de l'orientation de nos surfaces articulaires, de la puissance d'un groupe musculaire par rapport à un autre. C'est normal qu'on développe des stratégies de mouvement qui soient différentes pour faire une même tâche. Par exemple, soulever un objet. Et pour certaines personnes, ça sera plus confortable. Encore une fois, il ne parle pas de sécurité là, mais il parle de performance. Il va dire ça va être plus facile, tatati tatata, en arrondissant le dos, en ci, ça, selon les morphologies. Encore une fois, c'est ouais, ok, d'accord. En attendant, la conclusion, ce n'est pas allez porter dos rond, balérin les gars. Plus efficace, parfois même plus facile, de porter une charge en ayant le dos qui s'arrondit, donc en faisant de la flexion lombaire. L'amargante, dont on a parlé en début de vidéo, il avait une scoliose qui était très marquée. Il avait un buste court et des bras longs. C'est une morphologie particulière qui lui donnait probablement un avantage pour soulever de terre. Mais ça a probablement aussi contribué à sa technique qui était si particulière, où il était probablement plus à l'aise et plus performant en faisant une flexion lombaire importante. On a toujours cette confusion entre performance et sécurité. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément que tout le monde fasse comme l'amargante pour performer? Non, évidemment, parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière que lui. Et c'est pas pour autant non plus qu'il faut exclure totalement cette technique, parce qu'elle peut être la bonne chez certains pratiquants, dans certaines situations. But I think once you get into a good position where you feel comfortable and you train smart, you can adapt to that. Trouvez une position qui est confortable et vous vous adapterez. On touche là au point de discorde entre deux groupes, le point de friction, de désaccord, qui montre presque une différence de philosophie quant à l'approche qu'on a du corps et qui explique qu'il y a encore aujourd'hui des débats au sein des professions du sport et de la douleur et du traitement de la douleur sur la question de la flexion lombaire. La vraie question sur laquelle ces deux groupes ne se mettent pas d'accord, c'est celle-ci. À quel point notre corps est-il capable de s'adapter? Stuart McGill et les personnes qu'il a formées et influencées raisonnent selon un modèle biomécanique, ou qu'on appelle également kinésiopathologique. Ils considèrent qu'il existe une façon idéale de bouger dans certaines postures, avec des profils d'activation musculaire spécifiques ou des amplitudes articulaires idéales qui correspondent.
S'écarter de ces postures ou de ces mouvements idéaux, ça serait la cause de douleurs, de blessures ou d'une usure prématurée du corps. C'est une vision qui est très structurelle, mécanique. Stuart McGill, Stuart McGill, Stuart McGill, Stuart McGill. Pourquoi le citer lui, puisqu'en fait, il y a plein d'autres études. D'un corps qui serait peu capable de s'adapter, et donc, selon cette approche, il faudrait garder le dos en position neutre lors d'un port de charge ou alors corriger. Bah, je précise que son pote de Neuville, malgré tout, pourtant lui ne se base pas sur les études de Stuart McGill et va considérer qu'il faut utiliser le port de charge dos neutre pour être en toute sécurité. Alors il nuance encore une fois hein, avec quand c'est des charges légères, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. J'ai l'adduction de hanche lors de la course, des squats ou des sauts. Si cette façon de voir elle vous semble familière, rappelez-vous ce que je disais au début de la vidéo sur l'influence qu'a probablement eu McGill sur le sport en général, et particulièrement les sports de force. La plupart des pratiquants à la salle raisonnent comme ça. La plupart des conseils qu'on voit sur les réseaux sociaux, en termes de correction technique, sont basés là-dessus, en fait. Le gros inconvénient de cette approche, outre le fait qu'on commence à avoir pas mal d'arguments scientifiques qui viennent la contredire ou au moins la nuancer, bah c'est qu'elle nous donne l'impression que notre corps il est fragile et qu'il est incapable de gérer des petites variations de mouvement. Et c'est quand même dommage quand on pratique un sport qui est censé nous faire nous sentir plus forts et plus robustes. Une autre façon de voir les choses, une autre approche pour laquelle on commence à avoir pas mal d'arguments et qui est défendue par des gens comme Greg Lehman ou Adam Meakins, qui est un kiné anglais, c'est la suivante. On est tous un kiné anglais. Ah, c'est le français, il sait pas l'anglais par contre. Un peu différent. Et notre corps, il a une extraordinaire capacité à s'adapter aux contraintes qu'on va lui soumettre, à condition d'y aller progressivement. Les contraintes mécaniques, elles sont... Comme tout à l'heure, quoi. Ok, tu vas progressivement, tu vois. Mais qui attend 3 plombes avant de porter une charge conséquente au soulevé de terre? Et ça n'a pas de sens, encore une fois, de dire, vas-y, c'est pas grave, fais ton soulevé de terre avec dos rond. Ben non. Oui, ça s'adaptera peut-être, mais non, bah fais ton soulevé de terre avec le dos le plus neutre possible, et dans tous les cas, tu auras peut-être une flexion lombaire, et puis ça va s'adapter, tu vois. Et tu prends un peu moins de risques. Elles sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent être même source d'adaptation et donc de renforcement à condition qu'elles soient dosées d'une manière correcte. Et ce que certains appellent des mauvaises techniques, c'est peut-être juste une variation de la normale qui peut être plus adaptée à un individu donné, à un moment donné. Dans cette approche, on peut laisser les gens fléchir ou tordre leur colonne, on pourrait encourager un valgus de genou ou même faire passer un coureur de l'avant-pied sur l'arrière-pied, parce que, dans certains cas, ça peut être pertinent. Greg Lehman il propose d'appeler les gens qui ont cette approche des optimistes du mouvement. Et ça ne veut pas dire qu'il considère que la biomécanique n'a aucune importance. But when it comes to pain, right, I do think that learning how to change technique and having lots of different options, which sometimes is less flexion, but sometimes it's more flexion, sometimes it's, probably more hip, or training the hips, that seems really reasonable to me. So, I still think there's utility in biomechanics. It's just really hard to say, that technique is going to be trouble. As long as you're not, jerking the weight, and you're slowly doing it over time and building up a tolerance through the years. I've really had trouble looking at someone saying, oh no, your lumbar spine is flexed 90 degrees. We need to get it down to 78 degrees. Or sorry, 90% of max. We need to get it down to 78% of max. En réalité, cette question de la flexion lombaire, elle fait encore débat parce qu'on n'a pas les données qui nous permettent de conclure de façon définitive. Pendant des années, on pensait que la question elle était réglée, il fallait éviter de se pencher en avant quand on portait des charges, et puis c'est tout. Mais les études de ces dernières années, elles sont venues clairement nuancer ce message-là. Si on revient sur l'exemple des disques et des hernies discales, on pensait pendant longtemps que la flexion créait plus de contraintes sur les disques, qui allaient progressivement s'abîmer. C'est le cas, hein. Dire maintenant qu'un peu de flexion, ça provoque probablement pas plus de contraintes au niveau des disques. Un peu de flexion, ouais. Tu vois, c'est toujours, on en revient toujours au même. C'est extrapolation, etc. Tu vois. Un peu de flexion, bah ouais, vas-y, si tu fais peu de flexion, mais alors, c'est lui qui le dit. Pourquoi il va te dire, bah les couilles, fais du soulevé de terre rond, tu vois. Alors que déjà, quand ton part est neutre, a priori, on ne l'est pas, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais la flexion maximale, si, on y reviendra plus tard, et que le disque il a une capacité d'adaptation qui est probablement lente et plus lente que les structures qu'il y a autour, d'où l'importance d'une progression vraiment bien faite, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel s'il y a besoin. Même chose, hein, voilà. Après je radote beaucoup, hein, c'est malheureux, mais en fait je radote parce qu'il radote, hein, mais voilà. Donc l'adaptation est très très lente. Donc notre corps il est probablement capable de s'adapter plus que ce que suggérait McGill il y a 20 ans. C'est pas une raison pour s'entraîner comme un bourrin, parce que notre corps il a besoin de temps et de progressivité. Cette approche des optimistes du mouvement, elle n'est pas uniquement défendue par des chercheurs ou des cliniciens qui ne se basent que sur des études scientifiques. Bon, j'avais pris quelques notes, et encore 10 minutes de vidéo, ça me gonfle. De toute façon, il n'y a rien derrière, hein. Je vois que j'ai noté un truc lent de plusieurs années, donc il parle encore d'adaptation, c'est son discours. Hein. Bon, après, je sais pas. Mais bon, on va aller peut-être sur la fin pour voir sa conclusion, et puis
voir ce qu'il en dit, tu vois. Par contre, il aime les pubs, hein. C'est un truc de fou. Dans les métiers où on porte des charges, c'est ceux qui avaient tendance à porter en position stoop, c'est-à-dire sans plier les genoux et en se penchant en avant, avec plus de flexion lombaire. Ce qui est plutôt cohérent avec les données qui montrent que c'est une technique qui est plus efficiente. Petit extrait. Sachant qu'il n'y a actuellement pas de preuve claire in vivo de l'existence d'une façon de porter qui soit plus sûre, il serait peut-être plus utile de s'intéresser moins à la technique exacte avec laquelle les gens portent, et plus à la santé générale de ces personnes, leur force, leur forme physique et leur confiance qu'ils ont dans leur capacité à porter des charges de manière régulière. Faites du sport, vous vous sentirez bien. Ouais, ça c'est son truc, hein. En gros, il te dit un peu partout, hein, sur les réseaux, que si tu as confiance en ton corps, alors c'est good. Ok, d'accord. C'est pour ça que tout le monde se blesse, tous les gros bourrins à la salle se blessent. Ils ont tellement confiance. Bon, je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher bien son truc, hein, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et la musculation et les sports de force, c'est une super option parce que, en plus de vous donner confiance dans votre capacité à porter des trucs lourds. Oui, alors je ne sais pas s'il le dit dans cette vidéo, mais il dit aussi également que donc les gens qui ont confiance en leur corps se blessent moins, ou ont moins de douleur, je ne sais plus. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut calculer ça ou faire une étude là-dessus, hein. C'est un peu bizarre comme truc, hein. Bon. Elle a plein de bénéfices. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce soit faux, mais je me demande quand même sur quoi il se base pour dire ça. Pour la santé, à plein de niveaux, au niveau cardiovasculaire, osseux, prévention de plein de maladies, longévité. J'ai parlé de tous ces bénéfices dans le guide gratuit que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Bon, et à la salle alors, on fait quoi? Est-ce qu'on porte comme on veut? Eh bien je vous dirais, ça dépend de vos objectifs. On a maintenant pas mal d'arguments pour dire que le dos qui s'arrondit un peu lorsqu'on porte. Donc là, c'est ce qu'il va dire. En gros, il va dire que si tu veux faire de la performance, arrondis ton dos, etc. Donc en gros, il nous a cassé les reins sur toute une vidéo pour te dire qu'en salle, ouais, il faut quand même pas trop porter avec le dos rond et que si vraiment tu veux faire de la performance, ouais, n'hésite pas. Ok. C'est d'une part inévitable, c'est même utile en termes de force, et c'est probablement pas bien grave en termes de risque de blessure. Mais, si on veut être parfaitement exhaustif, il faut ajouter quelque chose. On a des données qui montrent que jusqu'à 75% de la flexion lombaire maximale, la colonne, elle tolère les forces de compression à peu près de la même manière qu'en position neutre. Donc là, on est pas mal, hein. Mais pourtant, c'est ce qu'il nous dit aussi tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, hein. Donc il nous dit jusqu'à 75%, no stress, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est lui qui nous dit que quand on va porter, même quand on essaye d'être en dos neutre, quand sur les charges lourdes, on va être à cette 75% de flexion lombaire. Donc pourquoi la conseiller de relâcher plus? Je ne sais pas, tu vois. Au-delà de 75%, ces contraintes, elles augmentent plus rapidement. Donc, si vous voulez être safe... Ah, j'en ai parlé tout à l'heure de la courbe qui était exponentielle. Vraiment, ne pas prendre de risques. Plutôt que de vous donner le conseil habituel, garde le dos en position neutre lorsque tu portes, ce qui n'est pas possible en fait, je vous dirais, évite la flexion lombaire maximale sur des charges qui sont très lourdes. Pour avoir quelques astuces pour éviter la flexion lombaire maximale lors de port de charge, vous pouvez rester jusqu'à la fin, ceux que ça intéresse, j'aurai un petit bonus à vous proposer. Donc, typiquement, les gens qui font de la musculation avec un objectif principal d'hypertrophie musculaire, il y a des ajustements biomécaniques qui vont être pertinents pour maximiser la prise de muscle. Mais pour prévenir les blessures, c'est vachement moins sûr. Alors, suivez les conseils de gens qui sont spécialisés dans l'hypertrophie et qui s'y connaissent en biomécanique. Les gars, oui, je suis changé. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu monter, je me suis rendu compte que j'avais un peu bâclé la conclusion. C'est vrai que j'en avais marre et tout, c'était super long et tout. D'ailleurs, vous avez vu, hein, j'avais parlé de 2 vidéos. En fait, j'en ferai qu'une, hein, parce que même pour vous, hein, c'est pas digérable, hein. Là, il y a déjà 1 heure de vidéo, un truc comme ça. Enfin, on verra, mais voilà. Donc, c'est mort, quoi. Bref, donc la conclusion. La conclusion d'Elie Bernard, elle n'est pas si nulle que ça, en fait, hein. J'en viens plus ou moins aux mêmes conclusions, en vrai, hein. Maintenant, le problème de la vidéo, c'est qu'il y a 50 minutes de vidéo pour 20 secondes de nuancer, hein, dans la vidéo. Donc c'est ça, les mecs, vous allez regarder la vidéo, vous dites, oh, il faut porter dos rond, tatati, tatata. D'autre part, c'est aussi ces interventions qu'il a eues ailleurs, hein.
notamment dans des podcasts avec Geek and Fit, ou avec la tronche en biais, ou je sais pas quoi, sur aussi Biomécanique Podcast, pardon. Et là, du coup, il était beaucoup moins nuancé, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va voir pour notre conclusion? On va plutôt voir ce que nous dit notre ami Philippe de Neuville. Hein, pour rappel, c'est l'expert en colonne vertébrale. Et en plus, il est powerlifter, le gars. Donc le mec, il a plus ou moins tout pour savoir mieux que les autres. Hein, on va pas se mentir. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous préconise? Au final, il nous préconise de garder le dos neutre. Hein. Plus ou moins dans toutes les circonstances. Maintenant, c'est vrai qu'il nous le dit, si on ramasse un pack d'eau, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, il nous dit quand même que si on en ramasse 50 dans la journée, c'est pas dit que ça pose pas de problème. Ah, d'ailleurs, c'est ce qui arrive, hein, notamment dans certains métiers. Hein, les mecs, ils portent, puis à un moment donné, voilà, ils ont des pathologies. Concernant le powerlifting, etc., les grosses perfs, oui, effectivement, de toute façon, ça sera dangereux, mais éviter un maximum d'arrondir le dos. Hein. Comme on l'a vu, apparemment, on aurait quand même une courbure, même quand on pense qu'on a le dos droit, il n'est pas droit. Donc pourquoi l'accentuer? Ça n'a pas de sens. Et vraiment, pour ceux qui veulent faire des perfs, des records mondiaux, voilà. Hein. Mais vous le savez, hein, le sport santé, le sport de haut niveau, c'est pas un sport santé. Hein. Le sport de haut niveau, tu te fracasses. Hein, donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, en connaissance de cause. Et voilà. Donc moi, en tout cas, je reste sur ma position, effectivement, de garder un maximum le dos neutre, au moins en musculation, dans la vie de tous les jours, comme j'ai dit plusieurs fois dans les vidéos. Voilà, pourquoi pas s'en battre un peu les reins. Et encore, c'est quand tu es entraîné un petit peu, etc. On va faire super gaffe. Et les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça a été très long, ça a été très long pour moi aussi, je vous rassure. Bon, c'est pas moi qui monte, hein. Pour le monteur également, ça a été très long, très compliqué. Le PC, il fumait, tu vois. Bref, je crois qu'il y avait 2 vidéos de 10 gigas. C'est un truc de malade. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, que ça vous aura ouvert les yeux, hein, sur le fait de garder un esprit critique, parce que même quand ça a l'air beau, etc., c'est pas toujours le cas. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.